Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Phono. Phono que vous connaissez peut-être sous le nom de sa chaîne YouTube qui s'appelle Phone Radio. C'est un spécialiste de Bitcoin que j'ai découvert moi-même sur sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Donc première question pour toi Phono, comment vas-tu? Alors bonjour à tous. Ouais, c'est la question qu'on se pose tous, un peu ces temps-ci quand on se croise. Je vais pas mal, j'avais pas de fonds sur FTX donc voilà la moitié du chemin est fait et puis, autant le marché ne me fait pas trop de cadeaux, ne fait de cadeaux à personne, autant au niveau de la chaîne et de la production et ben, tout suit son cours, tout va très bien et puis, je suis très heureux de ce que je fais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment Bitcoin est arrivé dans ta vie et quelle place il a, la place particulière qu'il a dans ta vie et dans ton quotidien? Alors, moi je suis tombé dans le Bitcoin en 2017. Alors je suis arrivé un peu comme tout le monde, hein, parce qu'il fallait bien faire de l'argent et que ça avait l'air intéressant pour ça et puis, j'ai découvert un peu tout ça. J'ai commencé à acheter un peu des conneries, au début Bitcoin, Ethereum, et puis un jour je suis tombé sur le livre, de Jacques Favier et d'Adlit Takalbataï, La monnaie acéphale et là ça a été un peu, une forme de révélation en fait, je commençais à comprendre ce qu'il y avait derrière Bitcoin, mais c'était très très intuitif, très instinctif et puis, je j'arrivais pas à le formuler, j'arrivais pas à structurer ça. À l'époque, il y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui, en langue française en tout cas. Elles étaient pas aussi accessibles, et donc quand j'ai lu, quand j'ai lu la monnaie acéphale, je me suis dit: «Ah merde, on peut réfléchir comme ça sur Bitcoin, on peut écrire des choses intelligentes sur Bitcoin, personne te fait un procès après, il y a matière à penser et il y a quelque chose de très beau». Voilà, c'est juste ça. Il y a une grande élégance, il y a une grande beauté, derrière cet objet et donc j'ai voulu creuser ça. Alors moi, à l'époque, j'intervenais sur un espace très particulier, alors j'y interviens toujours d'ailleurs un petit peu. C'est le forum finance du site, jeuxvideo.com, et puis, je voulais un peu partager mes réflexions, mais je me voyais pas, monter un blog, je me voyais pas tout de suite, monter un podcast, un truc comme ça. Du coup, j'ai pris un petit peu ce forum pour mon blog et puis j'écrivais mes réflexions et puis, j'avais des retours plus ou moins positifs et voilà, ensuite il y a eu la crise de 2000 enfin la fin de la bulle de 2018, et on en a beaucoup moins parlé. Il y a eu beaucoup moins de bruit autour de Bitcoin, mais il y a deux trois cons qui sont restés et je fais partie de ces deux trois cons et j'y suis depuis, voilà. Ça tombe bien que tu parles, des cons qui sont restés parce que moi j'ai aussi découvert Bitcoin en 2017. Enfin, j'ai d'abord investi, je pense un peu comme toi. Ouais. En plus moi c'était du XRP, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé et tout, donc j'étais vraiment, je connaissais vraiment rien du tout et j'ai, petit à petit gratté la surface de Bitcoin, pareil avec de la documentation en ligne qui n'existait effectivement pas beaucoup en français. Et donc je pense que j'ai un peu eu, comme toi, le même parcours. C'est-à-dire que j'ai démarré et puis petit à petit, je me suis rendu compte de l'éblouissement autour de Bitcoin et tout ce que ça implique derrière, que ce soit philosophiquement, économiquement. Enfin, il y a tellement de plans sur lesquels on peut aborder, Bitcoin. Et toi, du coup, le temps que ça a mis pour infuser entre le moment où, finalement, tu es rentré sur le marché sans forcément connaître bien Bitcoin et le moment où ça y est, tu as été entre guillemets «convaincu», de Bitcoin, de sa technologie, de ses enjeux, ça a pris combien de temps? Ça a pris un petit 6 mois, je dirais, non, en fait, je me souviens très, très bien, du moment où, comme on dit, les écailles tombent des yeux. C'est-à-dire un moment où on a une révélation. C'était dans un livre, alors je vais vraiment lui faire beaucoup de pub aujourd'hui, il va être content. C'est dans un livre de Jacques Favier et d'Adly, et Benoît Huguet aussi, qui s'appelle «Bitcoin Métamorphose». Et c'est une petite phrase toute bête,
qui dit, alors je cite un peu de tête: «Si on ne comprend pas que Bitcoin s'inscrit dans une logique de réification du cyberespace, alors on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on pourrait garantir la véracité d'une information avec une blockchain?» Et en fait, c'est le mot réification qui m'a fait basculer. Alors la réification, je vais l'expliquer rapidement pour nos auditeurs. La réification, c'est quand on prend un objet, une idée et qu'on en fait, une manifestation tangible, quand on en fait un objet concret. Et en fait, ça nous fait basculer, enfin philosophiquement, on va dire, pour employer des grands mots, ça nous fait basculer dans un nouveau rapport au numérique. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on peut imaginer aujourd'hui un métavers. Par exemple, un métavers, ça n'a de sens que si on ne peut pas copier facilement un objet numérique. Et tout ça, c'est permis à la base par Bitcoin. Et là, voilà, donc du jour au lendemain, je me suis dit: «Non, oui, vraiment, il y a quelque chose, voilà, c'est le feu». Et puis on verra bien ce que ça donne, hein, parce que moi, je suis encore très prudent. Pour moi, c'est encore on est encore au stade du pari, chaque jour de moins en moins, mais on en est encore dans une phase assez spéculative où on ne sait toujours pas ce que l'avenir nous réservera. Effectivement, avec le temps qui passe, on se rend compte que, beh, plus le temps passe, plus les fondamentaux se renforcent et justement dans les fondamentaux, qu'est-ce qui te plaît le plus toi dans le protocole de Satoshi Nakamoto? Alors ça, c'est une question, en fait, pour moi, c'est l'agencement. Moi, c'est l'agencement qui me fascine toujours autant. C'est de voir comment certaines technologies, certaines idées ont été réunies, ont été liées, dans le white paper et dans le protocole et cetera. Et comment, l'ensemble, fonctionne. Et puis il y a aussi c'est un petit miracle en fait, c'est un petit bijou et un petit miracle, le Bitcoin. Parce que alors on a un biais rétrospectif, aujourd'hui on dit: «Bon voilà, ça a marché» et puis on se met dans la tête que voilà, de toute façon, c'était inévitable, ça allait marcher et cetera. C'est loin d'être certain en fait. Au début du protocole, quand il était encore d'une certaine manière buggé et quand il était encore très fragile, très facilement attaquable, on peut se dire que heureusement que ça a été fait plutôt sous les radars, que personne ne s'est emparé, personne ne l'a vraiment sérieusement attaqué, personne n'a pris Bitcoin au sérieux en fait. Et heureusement, encore heureux, on a eu de la chance, d'être pris pour des clowns pendant aussi longtemps et de l'être encore, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est à la fois l'élégance de l'agencement du produit et puis un certain effet d'opportunité, qui en fait une expérience irreproductible. Voilà, c'est ça aussi que j'adore dans Bitcoin et c'est ça que quand je l'explique à des altcoiners, je vais être poli, quand j'explique ça à des altcoiners, bah, je comprends qu'ils soient frustrés, mais voilà, Bitcoin, on n'en refera pas un autre. C'est une expérience irreproductible qui est fort de son histoire, qui est fort de son origine et qui est fort, d'être le premier et d'être tout ce qu'il est, dans son unicité. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Phono, c'est le moi je trouve que c'est bien mis en valeur dans le fameux reportage Le Mystère Satoshi de Rime Oui. Forte, Mmh. où on se rend compte que c'était très compliqué au début, qu'il fallait vraiment pas attirer trop l'attention, que le réseau était tout petit, tout fragile et j'invite vraiment tous les gens qui écoutent, ce podcast, de manière générale, voire même tous les gens tout court, à aller regarder ce reportage, Arte, fascinant que vous trouverez sur YouTube, un peu partout. Ça prend 1 heure et ce sera 1 heure qui ne sera clairement pas gâchée, donc allez-y. Pour toi donc je pense que tu as un biais, tu es essentiellement sur Bitcoin. Tu viens de Ouais. lancer une petite phrase qui montrait ça. Est-ce que pour toi seul Bitcoin a de la valeur ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres altcoins ou d'autres formes de technologies qui t'intéressent sur le marché? Ah, tu me demandes si je suis maximaliste, en fait. Heu C'est une façon déguisée de demander cette de le demander. Non, bah, bon, la valeur d'abord tu as utilisé le terme valeur, c'est intéressant parce que la valeur, c'est à la fois objectif et subjectif. Toutes les autres protocoles ont d'une certaine manière de la valeur parce que les gens leur donnent de la valeur. Ensuite, moi, la question que je me pose, c'est, qu'est-ce qui aura de la valeur sur le long terme? Et ben, désolé, mais là, actuellement, en l'état, mon niveau d'exigence, qui ne regarde que moi, hein, je veux l'imposer à personne, ben, sur le long terme, je ne peux envisager de la valeur que sur Bitcoin. Et ensuite, alors, bah, il va y avoir Ethereum, par exemple. Je m'étais dit ça il y a pas longtemps. Je me suis dit: «Je pourrais commencer à envisager une valeur à long terme sur l'Ethereum, à 3 conditions». C'est, s'ils crament leur prémine, si Vitalik quitte le projet et si leur, protocole de consensus, bon, ils viennent de le changer en plus, tient pendant 10 ans. Donc voilà, donc ça nous met en 2035 sans Vitalik et sans le prémine. Et là, à partir de là,
Et ben, je pourrais me dire: «Oui d'accord, sur le long terme, on peut commencer à penser» mais voilà, c'est dans longtemps. Après, c'est juste ma façon de voir les choses. Ensuite, intellectuellement, il peut se passer des choses, hein. Intellectuellement, il y a des choses qui sont stimulantes, qui sont intéressantes. Même Ethereum, de ce point de vue, peut être intéressant. Le problème avec Ethereum, c'est que voilà, ça marche très bien jusqu'à ce que ça marche plus du tout. J'avais entendu Hardisk dire un truc comme ça, c'est Solidity, c'est un enfer parce que tu te gourdes d'un point virgule et il y a un gamin russe de 15 ans qui va venir vider ton wallet. Il y avait intellectuellement, il y avait un autre truc qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'était Augur. Alors Augur, c'est un peu passé de mode, mais c'était un smart contract qui tournait sur Ethereum et qui permettait, en théorie, de faire des paris sur un petit peu tout, et de manière décentralisée avec un oracle qui venait régler les choses. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'aurais adoré que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'ils ont jamais eu la liquidité nécessaire pour faire tourner leur machin. Mais en gros, on aurait pu n'importe qui aurait pu, comme ça, coder un pari, en se demandant, bah, qui va gagner la coupe du monde, par exemple, et ça aurait été en plus, c'était entouré d'une certaine aura de marché prédictif. C'était la question, c'est: est-ce que les marchés peuvent prévoir, l'avenir? Voilà, donc moi, je reste très ouvert, intellectuellement. Moi, j'aimerais que quelque chose me stimule intellectuellement comme le fait Bitcoin. Il se trouve que, ben, c'est pas le cas, mais c'est peut-être moi qui regarde mal, hein. Bitcoin me prend déjà assez de temps, donc voilà. Une fois que je l'aurai épuisé, je regarderai ce qu'il y a ensuite. Mais il y a pas le Ripple, par exemple, tu vois? C'est ça. Ça, c'est sûr. Et tu as raison de souligner qu'avec Bitcoin, on en apprend vraiment tous les jours. Même toi, même au bout de 5 ans, tu en apprends encore tous les jours, c'est ça? Oui, 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 exact. Presque à chaque fois que j'ouvre un article, un livre, ou que j'écoute un podcast, il y a toujours un aspect en fait, comme Bitcoin, c'est l'agencement, on en parlait tout à l'heure, d'une douzaine de domaines, bah, forcément, tu vas apprendre quelque chose ou tu vas te rendre compte de quelque chose et même des choses vraiment très basiques. Moi, cet été, je me suis rendu compte d'un truc et j'étais un peu honteux de ne pas m'en être rendu compte. C'était dans le livre, 21 leçons de Gigi, alors je ne sais pas comment ça se prononce. Mais, à un moment, il écrit que Bitcoin, ce n'est que du texte. C'est-à-dire que c'est le white paper et ensuite c'est que du code et le code, c'est du texte, c'est de l'alphanumérique et ça, je m'en étais pas rendu compte et c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que conceptuellement, c'est extrêmement intéressant de s'en et ça, comment dire? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure en réalité, mais il faut que quelqu'un te le dise, il faut que quelqu'un te le montre comme ça pour t'en rendre compte donc voilà. Encore conceptuellement, je peux avoir comme ça des révélations, mais vraiment fondamentales sur Bitcoin, alors que ça fait 5 ans que je travaille dessus, quasiment au quotidien. Voilà. C'est, donc c'est un maître, exigeant et très complet, hein. C'est une académie, Bitcoin. Je vais rebondir sur un sujet que tu as évoqué, le métaverse. Et actuellement, dans tous les articles ou enfin, on va dire dans tout ce qui sort autour du métaverse, on parle souvent des altcoins, notamment avec tout ce qui est NFT. Mmh. Comment tu vois plutôt l'association métaverse et Bitcoin, justement? Dans le pas à tra Comment tu verrais une association, et l'implication de Bitcoin au sein d'un métaverse, par exemple? Bah, Est-ce je que tu as déjà la réfléchi à ah. ça? Bah, non, mais je la vois pas en fait. C'est pas, mais non, alors d'abord, j'ai pas réfléchi plus que ça, à ce sujet. Non, non, juste, bah, d'abord conceptuellement, on peut dire que le comment dire? Le Big Bang, l'impulsion initiale du métavers, c'est Bitcoin. Donc rien que pour ça, on peut dire que c'est intéressant parce qu'en effet, un métavers dans lequel, on peut copier les chansons, on peut copier les objets comme on copie aujourd'hui les chansons ou les images avec, clic droit enregistré, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune forme d'impact. Donc voilà, moi le métavers, je regarde ça d'un petit peu loin. Bon, voilà, non, ça me stimule pas plus que ça. Pour Bitcoin, j'en reste aux fondamentaux, c'est-à-dire vraiment ça, la réification, la fonction monétaire aussi. Alors ça, depuis tout à l'heure, on parle de bah, tu vois, ça fait un quart d'heure qu'on parle, de Bitcoin, on n'a pas encore, prononcé le mot monnaie, tu sais? Comme quoi, il y a vraiment alors que quelqu'un d'autre va t'en parler tout de suite, comme ça. Il y a vraiment des tas de façons, des tas de manières, d'aborder cet objet et ensuite, donc pour revenir sur le métaverse, oui, bah, au niveau de l'impulsion, on va la trouver au niveau de la généalogie du métavers. Bitcoin est une étape, mais indispensable.
à son émergence. Ensuite, voilà, bon, je t'avoue que je vais attendre un petit peu avant de m'enflammer intellectuellement pour le métaverse, voilà. Il y a des enjeux bien plus importants avant, oui. Oui, oui, sûrement, sûrement et puis là, actuellement, il y a les affreuses pubs, à la télévision de feu Facebook, maintenant Meta, qui viennent nous vendre comme ça des agriculteurs avec des lunettes augmentées qui, par la magie du métaverse, vont faire pleuvoir sur leur bon, c'est des conneries. Ça donne pas envie, voilà, on va dire, Mmh. s'il y a bien un truc qui me repousse quand je réfléchis au métavers, c'est Facebook Meta. Voilà, si c'est eux qui créent le métaverse de demain, ben, j'en veux pas. C'est pas, non merci, je passe mon Je crois tour. qu'il y a une forme de consensus qui s'est créé sur le fait que ce que propose Meta n'est absolument pas, le métaverse que les gens veulent. C'est Mais, vrai, c'est vrai. Oui, oui. je pense que c'est vrai. En tout cas, moi, je suis aussi de cet avis, mais Oui, on c'est vrai, verra mais l'avenir. après, quel sera l'impact de ces pubs qui passent tous les jours? C'est qu'au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens, hein, donc bon, on verra. Bien Maintenant, sûr. il y a des tas de pubs pour des on a été matraqués pour des objets qui n'ont jamais fonctionné, donc c'est pas la pub n'est pas si puissante que ça, au final. Mmh. Encore heureux. Et alors là, on va basculer sur un autre sujet, c'est sur ta chaîne YouTube, qui s'appelle Faune Radio. Évidemment, les liens seront dans la description de cet épisode. Tu y montres ta vision du Bitcoin, tu en profites aussi pour détruire certains poncifs et Ouais. certaines déclarations de personnes que j'ai particulièrement appréciées, Mmh. et tu partages donc énormément d'informations à travers tes vidéos. J'adore beaucoup, donc bravo et je recommande aussi d'aller, consulter cette Merci. chaîne. C'est vraiment, une mine d'informations et alors, déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as créé cette chaîne YouTube? Et deuxième question, pourquoi avoir choisi le nom de Faune Radio? Alors, bah, Fun Radio, je vais aller rapidement, c'est un jeu de mots sur Fun Radio, et d'ailleurs des fois quand je rencontre des gens, ça pose un petit problème parce qu'ils dem enfin, j'avais rencontré, bon, je vais le raconter, c'était Yorick de Montbine, quand je l'ai la première fois que je l'ai vu, à Surfing Bitcoin, donc cet été à Biarritz. En fait, on avait parlé comme ça pendant 10-15 minutes et puis je m'étais présenté en disant: «Oui, c'est Fun Radio» et il m'avait demandé: «Ah, c'est intéressant que Fun Radio s'intéresse au bitcoin, qu'est-ce que vous faites là?» Et en fait, il croyait que j'étais envoyé de la radio pour couvrir le truc. Bon, voilà. Donc c'est une blague qui me pose quelques problèmes, IRL. Mais non, mais c'est juste moi, je suis fasciné par la radio. C'est un truc, c'est le médium que je l'écoute pas forcément tous les jours, mais en tout cas, c'est celui qui a le plus d'impact sur moi. Des grandes émissions comme, Réplique, par exemple d'Alain Finkielkraut, même des trucs plus anciens comme le Tribunal des flagrants délires. Alors ça, c'est des trucs des années 80, j'étais pas né, hein, mais, trucs des années 80 avec des proches et donc, bah, je voulais faire quelque chose qui s'en rapprochait. Enfin, je voulais faire du podcast et en même temps en fait, je veux tout faire moi, c'est mon problème, c'est que je veux un peu tout faire. Et donc l'impulsion qui m'a fait créer cette chaîne, c'est que j'avais déjà écrit beaucoup. J'avais déjà écrit énormément sur alors c'était de qualité très inégale, hein, mais j'avais écrit énormément sur Bitcoin sur un médium très particulier, donc un forum finance qui reste le forum finance le plus actif d'Europe, il faut le noter et nonobstant, il faut le noter et donc ça restait quand même très limité en termes d'audience et à un moment, je me suis dit: «Allez, on va passer à autre chose et on va en faire des versions, vidéo et des versions orales et vidéo». Et c'est comme ça que ça a commencé, parce que je m'ennuyais en plein confinement. Alors c'était pendant le 1 confinement de 2020 et puis, et voilà comment la petite aventure a commencé et voilà. Heu, C'était quoi la 1re question? Parce que là, j'avais repris Non, sur, c'est bon, tu as répondu à la création de la chaîne, au nom, donc ah tu as d'accord, répondu très aux très 2 bien. questions et tu parles de podcast. Tu as aussi un podcast, Non, mais ça va venir. D'accord. Non, non, mais ça Ah va venir super. parce que je veux passer à un format plus audio pour pouvoir avoir, aussi une présence plus régulière. Parce que le problème de la vidéo, c'est que ça me prend énormément de temps. Moi, c'est pas du tout mon métier, ni ma formation, ni rien du tout. Moi, j'ai tout appris sur le tas, là depuis 2 ans. Et alors en plus, je suis un peu un chat noir, j'ai toutes les j'ai toutes les galères techniques du monde. Donc je peux pas sortir autant de choses que je voudrais, donc je vais un petit peu tourner pour me rapprocher encore un peu plus de la radio et faire du only audio, assez vite. Voilà, c'est pour l'avenir de la chaîne un peu. Ouais, je comprends et on ressent ce côté radio, à travers tes vidéos YouTube. Effectivement, ça passera très, très bien en podcast. Moi, j'ai le dilemme inverse, c'est-à-dire que j'ai le podcast et je me renseigne auprès de ma communauté si ça vaut le coup de lancer une chaîne YouTube. Bah voilà, Mais bon, on va voilà, on va se croiser donc on voilà. va
Mais voilà, le temps est compté et c'est pas évident d'être sur tous les tableaux. Faut cibler C'est ses vrai. priorités, je comprends totalement. Alors, tu m'as fait une passe décisive parfaite, une bonne transition pour Surfing Bitcoin 2022, Ouais. où tu étais présent cet été. J'étais présent aussi. On ne se connaît pas, on ne s'est pas croisés, Non. malheureusement. Non, il y a beaucoup Qu'est-ce de que monde tu aussi, hein. il y a beaucoup de monde, on est quand même plusieurs centaines. On essaiera de peut-être de se croiser pour l'édition 2023 et Évidemment. qu'est-ce que tu retiens de cet événement, toi? Qu'est-ce qui te marque à travers cet événement? Bah, c'est les rencontres. Non, voilà, c'est les rencontres. Autant on peut se dire que les conférences, elles seront ensuite, diffusées en ligne, et cetera. Mais il faut y aller, il faut se déplacer physiquement. Parce que ce qui se passe, réellement, c'est sur la terrasse, du casino de Biarritz. Voilà, c'est là qu'on parle, c'est là qu'on discute. Je l'ai dit, j'avais fait une vidéo de débrief de ma vidéo, donc je vais juste me répéter un peu, mais tout le monde est hyper sympa, tout le monde est hyper accessible. Il y a à ma connaissance, il y a personne qui a joué: «Non, mais moi je suis intervenant, me parle pas» ou un truc comme ça. Tout le monde insiste pour qu'on se tutoie aussi, ça c'est vraiment important et tout le monde va faire l'effort de s'intéresser à ce que tu fais. Alors que, alors là je parle des têtes d'affiche évidemment, hein, ceux qui sont sur scène. Ils vont te demander: «Et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu penses de Bitcoin?» Alors que c'est la 10e, 15e personne qu'ils rencontrent dans la journée ou même dans l'après-midi et ils continuent, voilà. Juste pour dire, ce sont des gens qui ont vraiment une qualité humaine assez rare et j'ai été, très agréablement surpris, de ça. J'ai été très agréablement surpris de la qualité des gens. Donc voilà, allez à Surfing Bitcoin, ne serait-ce parce qu'il faut rencontrer les gens, parce qu'il faut les voir en physique. Et parce que le contact y passe et puis ça donne envie aussi, alors je présume que c'était pareil pour toi, ça donne envie de créer, ça donne envie de continuer. On se sent tellement seul, moi je sais pas pour toi, mais IRL, je parle très peu, voire quasiment jamais de Bitcoin. Quand je le fais, je suis toujours assez frustré parce que devant, bon, les gens écoutent pas vraiment ou bien, j'explique très mal et donc je coupe court assez rapidement. Là-bas, on est entre amis, c'est la MIFA, c'est la famille. Et puis la bière basque est cool, donc il faut voilà, donc il faut y aller rien que pour ça. Mais ce qui est compliqué avec Bitcoin, c'est qu'on est souvent passionné, mais on peut pas l'expliquer en 5 minutes et c'est Exact. terriblement frustrant de voir que des gens s'y intéressent. Des fois, on te pose vraiment des questions sur, c'est quoi et tout, comment ça fonctionne. Mais c'est terriblement frustrant de pas pouvoir expliquer ça parce qu'on n'a pas 2 heures devant soi. Et puis il faut être, relativement clair et synthétique aussi et c'est pas évident parce que Bitcoin, c'est Oui, très oui, complexe. oui, oui. Mais donc je te rejoins totalement sur l'événement de Surfing Bitcoin. Moi, j'ai adoré, j'y suis resté 15 jours. Toi, tu as peut-être fait le week-end complet, enfin les 3 jours? Moi j'ai fait l'ensemble, Ouais, c'est ça. j'ai fait salade Donc tomate oignon, moi j'ai pris le formule complète, bah, bah, tu as c'est bien ça. de la chance et je pense que pour l'édition 2023, je ferai pareil parce que, j'ai eu ce goût de un jour finalement, il y a du trop peu. Il y a tellement de gens que, bah, voilà, j'en ai loupé, notamment toi par exemple ou d'autres, Ouais, mais il y a tellement de gens à voir et il y a ce côté vraiment, fun associé à l'événement que vraiment je veux souligner, oui, dans le mmh, sens où moi j'ai déjà fait d'autres événements autour de la crypto, que ce soit un peu pour Ethereum ou d'autres, altcoins. C'est très sérieux, c'est très des stands, très classiques et des là vraiment à Surfing Bitcoin, il y a vraiment moyen de s'éclater, en mmh, plus d'être avec une bande de potes. Vous allez vous faire des potes, c'est obligé. mmh. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous vous intéressez auprès de Bitcoin, si vous avez déjà un petit bagage, ce sera vraiment un événement parfait pour vous. Alors, quelles sont selon toi 3 personnes indispensables à suivre pour en apprendre plus sur Bitcoin? Je pense qu'il y a Jacques Favier dans le lot, mais vas-y, Voilà, bah, donne-m'en 3. sans surprise, non, ça va être, pour moi, il faut lire les livres d'abord surtout si vous êtes débutant, en fait, parce que là, alors les podcasts, ce que tu fais ou bien mes vidéos, ce que je fais, c'est très bien, mais il faut passer, par de la littérature pour vraiment au début. Il y a que la littérature qui te donne une chance, surtout quand tu es débutant, de vraiment structurer ton approche, d'un sujet et donc, moi ce que je conseille, mais c'est aussi parce que c'est mon parcours à moi, donc forcément je suis biaisé, c'est de, lire les livres de Jacques Favier et d'Adlit Takal-Bataille. Donc, Bitcoin, la monnaie acéphale, Bitcoin Métamorphose et puis, La monnaie à pétales qui est, celui-là il n'y a que Jacques qui l'a écrit, il n'y a que Favier et donc voilà, ça en fait déjà 2. Sur un troisième, moi alors j'aime beaucoup, c'est un Técosse, hein, c'est quelqu'un qui travaille, qui code il travaille pour, Hellène Markets. C'est, Fannis Michalakis. Vous pouvez alors je sais pas, je crois je sais pas s'il y a un blog, mais en tout cas vous pouvez retrouver ses interventions sur Grand Angle Crypto par exemple.
Et c'est quelqu'un qui va te parler de technique, de manière très claire et qui, en même temps, te parle de politique. C'est-à-dire que je sais même pas s'il le fait exprès, je sais même pas si c'est plus ou moins conscient, mais vraiment, il arrive, lui, à te parler et parce que c'est Bitcoin qui est fait comme ça, parce que Bitcoin, son programme politique est inscrit dans son code, il faut un petit peu faut un petit peu le déchiffrer, il faut un petit peu le décoder, mais son programme politique, il est inscrit dans son code parce que, ben, comme je le dis souvent, le médium, c'est le message, dans le sens, c'est le programme et donc voilà, Fanis, il a comme ça cette manière de te parler de politique, sans en avoir l'air, que je trouve très intéressante et je voudrais en mettre un quatrième pour ceux, histoire d'avoir un peu un panel complet. C'est si vous avez une approche plus financière, du milieu, plus axée marché, ce qui est aussi mon approche au quotidien, hein, d'ailleurs. Moi, je suis beaucoup plus un d'un certain point de vue, je suis beaucoup plus un financier, qu'un techos. C'est, Arthur Hayes, qui était le fondateur de BitMEX. Alors BitMEX, c'est un peu passé de mode, mais c'était un peu le FTX des années, 2017-2018. D'ailleurs, Arthur Hayes a aussi eu des problèmes, hein. Alors je ne sais pas où il en est, actuellement par rapport à ça, mais il a aussi des problèmes ils étaient aussi aux Bahamas, il me semble d'ailleurs, hein. C'est vraiment c'est vraiment the place to be, hein, les Bahamas. Et c'est rigolo parce que Arthur Hayes, il avait toujours, cultivé comme ça une image un petit peu de crapule, sans foi ni loi et cetera. Et là, ces temps-ci, il écrit sur le blog de BitMEX, quelque chose qui s'appelle le Trader's Digest et c'est extraordinairement bien écrit, c'est extraordinairement intelligent, et c'est vraiment le truc que vous devez lire si vous êtes un trader ou si vous voulez comprendre, comment fonctionne actuellement le marché, et bien allez lire, Arthur Hayes, sur BitMEX, sur le blog de BitMEX. Bah, je prends bonne note pour Arthur Hayes, que je connais beaucoup moins. Par contre, Fanis Michakis, effectivement, je le connais bien et puis effectivement, il était aussi à Surfer in Bitcoin et je rajouterais qu'il a aussi une chaîne YouTube où il fait des vidéos pour présenter le Lightning Network, justement, la surcouche, Bitcoin pour, faciliter la scalabilité et je vous invite aussi à aller la voir si vous avez un petit bagage sur Bitcoin, que vous connaissez déjà un peu les fondamentaux. Ça vous permettra de vraiment découvrir le Lightning Network de façon assez simple, dans une série de vidéos très bien faite par Fanis. OK, bah, écoute, c'est très clair. Maintenant, comment va évoluer ta chaîne dans les mois à venir? Est-ce qu'on va rester sur la même dynamique? Il y a une douzaine de vidéos, je crois, actuellement, Mmh. ou d'autres choses sont prévues? Quels sont tes plans pour l'avenir de ta chaîne? Alors d'abord, je vais reprendre mes vidéos et puis les sortir en format podcast parce que tout le monde me demande ça, donc ça, il va falloir que je me renseigne sur comment faire. Ensuite, j'ai 2 grosses vidéos qui sortent. Alors une dont la sortie est imminente, c'est qui va parler du concept même de Bitcoin et de Timeshare. Et je le présente en disant que je vais révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Bon, alors c'est à moitié une blague, hein. Mais ça va être, ça sort, alors je vais essayer de la sortir dans une semaine, mais, celle-là, elle m'a vraiment demandé beaucoup de boulot. Et ensuite, une vidéo qui est en réalité, la dont je peux parler plus librement, qui est un peu la raison d'être de ma chaîne en fait, ça va être, l'adaptation d'un de mes textes, que j'ai écrit il y a très longtemps, mais que je trouve, intéressant. C'est, une présentation, une explication du livre, L'argent d'Émile Zola, qui est un livre, qui se passe, sous le Second Empire et où on suit, l'ascension et la chute en gros du SBF de l'époque, hein, voilà. Et c'est un livre que alors ça a très peu parlé de Bitcoin, mais c'est un livre que tous les financiers devraient lire parce qu'en fait, c'est un livre, une fois qu'on l'a lu, on n'a plus besoin on n'achète pas de formation, trading, devenir rentable sur les marchés et cetera. On a juste besoin de ça et puis on a tout. On a tout, on a toute la psychologie, toute la technique, toute la crapulerie, comment dire? Toutes les difficultés, du marché. Tout est résumé, voilà, dans un petit livre de 400 pages. Donc j'essaierai comme ça de donner envie aux gens, d'arrêter de donner de l'argent à des escrocs, qui te promettent de te former au trading et de plutôt lire ce livre qui a 150 ans et qui coûte 8 € en poche. Et si ça ne fait pas de vous un trader rentable, eh bien Thibaut Coussin vous rembourse, le prix du livre. Voilà, c'est un partenariat que j'annonce ici maintenant. Comme ça, à l'improviste.
Oui, on s'arrangera On après, s'arrangera. d'accord. Oui, le livre est Aucun bien, je problème. t'assure. Je Le livre je prends pas beaucoup de risques, beh, pour toi. Enfin, tu prends pas beaucoup de risques, du coup. je prends pas beaucoup de risques. Et beh, j'en suis ravi du coup de ce partenariat éclair. Mais merci en tout cas pour, l'info sur, la prochaine vidéo qui va arriver. Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention et puis aussi pour le livre, ça peut intéresser beaucoup de monde, je pense. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Phono, avant qu'on en finisse? Ce que j'ai alors oui, j'ai un truc. C'est l'intellectualisation de nos déterminismes qui nous fait accéder à la liberté. Voilà, j'ai lu ça ce matin, ça m'a fait marrer. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas de qui c'est, mais je voulais le placer, donc voilà. Eh ben, il est placé. Merci encore, Phono, pour ta présence, pour le temps que tu m'as accordé, aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Je te souhaite Ouais. le meilleur pour la suite, Merci à ceux qui nous ont écoutés. une très bonne continuation pour la suite et puis, au plaisir de se voir éventuellement à Surfing Bitcoin en 2023. Ce sera un vrai plaisir. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous voulez encore plus, d'interviews comme ça de qualité, comme celle d'aujourd'hui avec Phono. Je vous dis à très bientôt. Salut! Salut.